je vous cite quelques exemples, mais la liste est extrêmement longue. Vous avez besoin d'une autorisation au titre de la loi sur l'eau pour qu'on puisse vérifier, par exemple, que votre projet il ne compromet pas les réserves en eau, les cours d'eau, les lits des rivières, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, par rapport à l'eau de façon générale, on regarde si votre projet n'est pas impactant de façon trop négative. Ça, c'est une autorisation que vous devez avoir. Vous avez une autorisation au titre de ce qu'on appelle les installations classées pour la protection de l'environnement. Lorsque vous livrez à certaines activités ou que vous devez réaliser certains ouvrages, que vous devez exploiter certaines installations, en raison de l'impact que ces ouvrages ou installations peuvent avoir sur l'environnement, vous devez obtenir soit une autorisation, soit faire une démarche d'enregistrement, soit faire une déclaration préalable. C'est en fonction du niveau d'importance par rapport au risque potentiel d'atteinte à l'environnement. Vous avez d'autres, les autorisations de défrichement, quand vous devez élaguer, en tout cas arracher des arbres, ainsi de suite, des autorisations spéciales au titre des sites classés, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, vous avez beaucoup d'autorisations à obtenir. Ce qui est intéressant à cet égard-là, c'est que depuis 2016, depuis une grande loi sur l'environnement qui est intervenue en 2016, l'État a souhaité apporter une certaine simplification dans toutes ces autorisations, toutes ces démarches, toutes ces procédures que vous devez engager. Et à cet égard-là, l'idée a été de fusionner toutes ces autorisations, en tout cas une bonne partie de ces autorisations, l'essentiel d'entre elles, en une seule autorisation que vous devez solliciter, qu'on appelle l'autorisation environnementale. Depuis le 1er mars 2017, lorsque vous êtes porteur d'un projet public, en tout cas d'un projet d'intérêt ou d'utilité publique, vous devez obtenir cette autorisation environnementale. C'est en souci de simplification, ça vous permet d'avoir une vision globale, ça permet de renforcer et d'anticiper un peu les choses en amont. Donc, c'est vraiment une réforme majeure qui est intervenue depuis 3 ans. 3 ans de cela. Un autre apport, donc toujours dans la même réforme qui est intervenue, en plus donc de cette autorisation unique, vous avez ce qu'on appelle le certificat de projet. Alors, le certificat de projet, c'est un cadrage préalable de votre projet. Vous avez votre projet, vous venez auprès des services de l'État qui sont chargés d'instruire votre projet pour vous délivrer les autorisations nécessaires, en l'occurrence l'autorisation environnementale. Vous venez voir les services instructeurs et vous voulez vous assurer d'avoir tout ce qu'il faut, déjà de savoir ce que vous devez demander. Donc, c'est une sorte de pré-instruction de votre dossier. Vous le présentez et les services de l'État, en fonction de ce qu'ils voient dans votre dossier, vous disent, ben, vous devez obtenir, alors ils cochent les cases, hein, vous devez obtenir telle autorisation, telle autre, ainsi de suite. Vous devez respecter telle procédure, ainsi de suite. Et donc, c'est une pré-instruction qui vous permet d'avoir une certaine lisibilité. Ce qui est très important aussi, au-delà de cela, au-delà de cette sorte de pré-instruction, c'est que l'État s'engage sur un délai de traitement de votre dossier. Alors, vous avez des délais légaux, réglementaires qui sont prévus par le Code de l'environnement, mais vous pouvez avoir aussi des délais sur mesure dans le cadre des échanges que vous entretiendrez avec les services instructeurs de l'État. C'est vraiment un outil extrêmement important puisque ça vous donne une lisibilité aussi sur le calendrier, ça vous donne une maîtrise aussi de votre calendrier. Vous n'êtes pas sans savoir, en tout cas les professionnels que vous êtes, que la gestion du planning est un enjeu majeur pour la réussite ou non d'un projet. Et donc, ça passe aussi par les autorisations environnementales. Alors, on n'est jamais à l'abri d'un certain nombre d'imprévus. Ça fait partie des aléas normaux de réalisation des projets. Vous pouvez avoir un service ou une commission chargée de rendre un avis qui va demander des éléments complémentaires, et ce qui vous astreindra à réaliser des études supplémentaires par le biais notamment de votre équipe de maîtrise d'œuvre. Ça rallonge le délai, ainsi de suite, mais de façon générale, en amont, grâce au certificat de projet, vous avez une visibilité sur le calendrier. Vous savez quand est-ce que vous l'obtiendrez. Et donc, il est détaillé entre les différentes étapes intermédiaires jusqu'à l'obtention de l'autorisation environnementale. Et ce qui est très important, c'est que la loi dit que lorsque l'administration s'engage sur ce certificat de projet et qu'il méconnaît ses obligations, c'est presque un contrat en même temps. S'il ne respecte pas les délais de traitement, vous êtes en droit d'engager sa responsabilité s'il vous a fait subir un préjudice.
Et donc, cela aussi astreint les services de l'État à une certaine vertu et à une certaine diligence dans le traitement des dossiers qui leur sont soumis. C'est un point très important. Alors, donc, plus spécifiquement sur l'autorisation environnementale, pour que vous l'obteniez, vous devez passer aussi, là aussi un test. Le test, il s'appelle la séquence ERC. ERC pour éviter, réduire, compenser. C'est au cœur de l'évaluation environnementale des projets en France. Quel que soit le projet, quand vous devez obtenir une autorisation environnementale parce que tout simplement, il a des impacts sur l'environnement, la biodiversité, vous devez faire le phasage de ces 3 étapes. Alors, éviter, c'est très simple. C'est lorsque vous devez prendre des mesures d'évitement d'un certain nombre de zones qui sont extrêmement sensibles par rapport à l'environnement. C'est le cas de ce qu'on appelle les sites Natura 2000, ou lorsque vous devez atteindre des zones où vivent des espèces protégées, les mesures d'évitement que vous prenez, c'est comment vous pensez votre projet pour les contourner. Alors, ça peut passer notamment par une modification de tracé ou une technique de construction, ou par exemple, au lieu de passer de façon horizontale, en tout cas à même le sol, vous créez un ouvrage d'art qui permettra de sauter le site en question lorsque c'est techniquement possible, en tout cas, et lorsque le coût est raisonnable. Mais voilà, c'est ce qu'on appelle les mesures d'évitement. C'est une hiérarchie. C'est par ça qu'il faut commencer. Lorsque vous avez un obstacle environnemental devant vous, vous vous posez la question, est-ce que j'ai un moyen de contourner cet obstacle par la mise en place d'une mesure d'évitement? Si je n'ai pas la possibilité d'éviter l'atteinte, je dois m'astreindre à trouver des mesures de réduction. Alors, souvent, ce qui est donné comme exemple, c'est les mesures de réduction liées aux nuisances sonores qui sont extrêmement présentes dans les projets publics et qui font d'ailleurs l'objet de beaucoup de litiges devant les tribunaux. Les riverains, quand ils ont des ouvrages publics en construction devant chez eux, ils n'en peuvent plus et ils attaquent devant les tribunaux au titre des nuisances sonores. Et donc ça aussi, ça fait partie des mesures à viser au titre de la protection de l'environnement. Parmi les mesures d'éviction, vous pouvez par exemple créer un mur anti-bruit. Ça arrive souvent dans le cadre des ouvrages ferroviaires. Lorsque vous êtes dans un site très urbanisé, en tout cas avec une population assez dense, vous créez un mur anti-bruit de façon à faire tomber, en tout cas à réduire autant que faire se peut les nuisances sonores. Alors, vous ne pouvez pas éviter, vous ne pouvez pas réduire, en tout cas, vous ne pouvez pas suffisamment réduire. Vous passez à la 3e étape, vous devez compenser. Vous avez porté atteinte à l'environnement, maintenant vous compensez ces atteintes. Nous allons nous appesantir un peu plus sur ces mesures de compensation ou mesures compensatoires parce que c'est extrêmement cadré par la loi ici en France. Les principes de la compensation sont très simples. Il doit y avoir une équivalence écologique, c'est-à-dire si vous avez détruit à hauteur de 100, vous devez compenser à hauteur de 100. Il ne doit pas donc y avoir de perte nette de biodiversité. Au contraire, si c'est possible, il faut même qu'il y ait un gain. Mais vous ne devez pas péjorer l'environnement et la protection qui lui est due. Le 3e point, le 3e principe, c'est la proximité des sites de compensation. C'est-à-dire si dans le cadre de votre projet, vous avez sur une ville française dans le nord porté atteinte à des zones humides qui sont des endroits extrêmement importants pour la biodiversité, vous n'allez pas compenser en allant au sud de la France. Ça ne marche pas. La loi vous dit, vous devez compenser, en tout cas, vous devez au mieux compenser en étant le plus proche possible du site qui a été dégradé. La loi assigne une obligation de résultat. Ce n'est pas je fais au mieux de mes efforts, c'est vraiment une obligation de résultat pour le porteur du projet. Il doit s'assurer qu'il y ait absence de perte nette. Et surtout aussi, mais c'est extrêmement contraignant pour les porteurs d'ouvrages, pour les porteurs de projets ici en France, mais ce que je dis pour la France, en réalité, vaut pour l'ensemble des États de l'Union européenne, puisque le droit de l'environnement est irradié par le droit c'est une construction européenne, et toutes les lois, tous les règlements que nous avons en France, ce ne sont que des mesures d'application des directives européennes.
Et donc, ce que vous avez en France, vous l'avez dans les autres pays de l'Union européenne. Et donc, votre projet, en tout cas les mesures compensatoires que vous mettez en place, la loi dit qu'elles doivent durer aussi longtemps que durent les atteintes. Ce qui pose pour les amoureux du droit une question fondamentale, c'est l'engagement perpétuel. Alors que l'engagement perpétuel est interdit par la Constitution. Donc la loi s'interdit de dire que c'est perpétuel, mais en tout cas, elle vous dit, tant que les atteintes sont là, vous devez continuer à assurer l'effectivité des mesures compensatoires que vous avez prises. Et votre projet, il n'est pas autorisé si, à défaut d'avoir pu éviter les atteintes, à défaut d'avoir pu les réduire de façon suffisante, à défaut d'avoir pu mettre en œuvre des mesures compensatoires, il n'est pas autorisé. Il faut que la compensation soit parfaite. Alors, quelles sont les solutions en général que vous avez en matière de compensation? Elles sont de trois ordres. Soit vous vous assurez vous-même en tant que maître d'ouvrage, donc en tant que porteur du projet, la compensation directe, donc vous vous en assurez vous-même. Soit vous déléguez cette compensation, vous faites appel à ce qu'on appelle dans le droit français un opérateur de compensation qui est là pour faire le travail à votre place. Mais c'est toujours vous qui êtes comptable auprès des autorités de l'État, des autorités administratives. C'est toujours vous, porteur de projet, qui êtes comptable de l'effectivité des mesures. Mais vous pouvez faire appel à quelqu'un pour le faire. Et puis, vous avez une troisième mesure qui est beaucoup plus clivante, c'est la compensation par l'offre, c'est-à-dire, vous vous dites, je vais porter atteinte à 300 hectares de 300 hectares de zones protégées, par exemple, où vivent des espèces protégées. Je dois compenser ces 300 hectares. J'achète ce qu'on appelle des unités de compensation. Alors, les unités de compensation, ce sont des sites qui sont préparés. C'est un marché qui est pour l'instant très, disons, qui n'en est qu'au début. L'exemple le plus frappant, c'est une filiale de la Caisse des dépôts et des consignations française qui s'appelle CDC Biodiversité, qui met en place des sites naturels de compensation en attendant qu'il y ait quelqu'un pour en avoir besoin. Donc, c'est vraiment la prestation par l'offre. Alors, pourquoi c'est clivant? C'est parce que tout simplement, l'on peut y voir une façon de marchandiser l'environnement. J'en ai détruit 10 hectares, ben je vais acheter 3 unités de compensation et puis le problème est réglé. Et donc, cela a donné lieu à des débats extrêmement intéressants et très houleux à l'Assemblée nationale lorsque le projet de loi devait passer. Parce qu'effectivement, le reproche qui était fait, c'était ce n'est pas de la compensation, on est en train tout simplement de transformer un enjeu économique en marché, un sujet extrêmement important qui est l'environnement et sa protection. Pour vous donner juste quelques exemples. Oui. Je m'excuse de vous couper la parole. Est-ce que vous préférez prendre 2 ou 3 questions, ensuite continuer, ou est-ce que vous voulez terminer votre présentation? Je prends volontiers les questions si elles sont posées, oui. Comme ça permet aussi de rendre la présentation beaucoup plus dynamique, oui. Donc, et de l'orienter aussi. Exactement. J'ai une question par rapport à la DUP. Oui. Donc, la question, c'est la suivante. Pour un projet élaboré par une entité de l'État, c'est qui fait la DUP? Est-ce que c'est l'unité de coordination ou l'entité de l'État? Alors, pour un projet, c'est vrai, ça pose un peu la question de l'unité de l'État, mais une unité dans sa diversité et dans ses démembrements. En réalité, lorsque le projet est porté par l'État, alors directement par le biais, par exemple, d'un ministère mais ce qui est le plus souvent le cas par ces établissements publics, les bras armés de l'État, souvent, ce sont ces établissements publics. Ça ne change rien sur la façon dont le projet doit être traité en termes de déclaration d'utilité publique. C'est-à-dire, si l'État porte le projet, l'instruction pour la déclaration d'utilité publique se fait exactement de la même manière
il y a une procédure d'enquête publique qui est ouverte. Si c'est un projet porté par l'État, mais qui est d'envergure nationale, ce qui est très souvent le cas, j'en reviens peut-être à mon tableau que j'avais mis tout à l'heure. Vous avez exactement la même chose, c'est-à-dire que le projet, il fait l'objet d'une enquête publique. C'est la population. L'intérêt, de toute manière, c'est le fait que la population puisse se prononcer. Donc, que ce soit l'État qui porte ou pas, ça change fondamentalement rien du tout. Un commissaire prise enquêteur, ce qu'on appelle un commissaire enquêteur, il est désigné, projet de l'État ou pas, par le tribunal, ce qui permet d'avoir quand même une certaine garantie. Il est désigné. Alors, si le projet est très important, en tout cas très lourd à porter, ce n'est pas un commissaire enquêteur, mais une commission d'enquête, mais avec les mêmes rôles, sauf que là, c'est une personne et dans la commission d'enquête, vous êtes plusieurs. Et les choses se déroulent exactement de la même manière. La commission ou le commissaire recueille toutes les observations. Concrètement, il y a un livre qui est dans toutes les communes où le projet, en tout cas qui sont intéressés par le projet ou impactés, concernés par le projet. Et chaque citoyen, chaque habitant est en droit, suivant des horaires d'ouverture qui sont précisés, suivant une publicité préalable suffisante pour permettre à chacun d'être au courant, de se rendre sur la commune, d'inscrire et y trouver ce qu'on appelle un livre d'observation où il pourra noter toutes ces observations. Et donc, ces observations seront ensuite compilées par le commissaire ou la commission d'enquête. Et sur la base de ces observations, il va formuler ses recommandations. Donc, il va rendre un avis, soit un avis favorable, soit un avis défavorable, soit un avis favorable avec des réserves. Et ces réserves devront être levées par le porteur du projet avant de continuer. Merci. Donc, vous comprendrez que M. Sagne, en tant que juriste, est passionné, donc développe beaucoup. Et puis aussi, on se comprend que cette conférence porte sur une thématique très, très large, telle que notre invité l'a déjà mentionné ce matin. Donc, le temps avance également. Donc, nous allons peut-être y aller un peu plus, accélérer un peu plus le pas. Donc, une deuxième question, Monsieur Sagne, auquel j'aimerais que vous répondiez peut-être en 1 minute, si c'est possible. La question, elle est la suivante. Quelle autorité délivre l'autorisation environnementale unique? Y a-t-il un comité interministériel qui instruit la demande? C'est le préfet qui délivre l'autorisation. Alors, en fait, c'est le préfet. Soit si le projet, il est quoi qu'il en soit, c'est un préfet. Alors, pourquoi j'ai eu un petit moment d'hésitation? Parce que souvent, on parle de préfet coordonnateur ou de préfet tout court. Le préfet coordonnateur, c'est lorsque le projet... alors, peut-être commencer par le préfet, je le dis de façon assez facile, peut-être c'est important de savoir qui c'est. En fait, le préfet, c'est le représentant de l'État au niveau des collectivités, au niveau du département ou au niveau de la région. Donc, voilà, au niveau local, on va dire ça comme ça, vous avez un représentant de l'État qui est le préfet. Et ce préfet-là, c'est lui qui va délivrer l'autorisation une fois qu'elle aura été instruite par les services de l'État, une fois qu'elle aura fait l'objet de différents avis. Il n'y a pas que les services de l'État qui sont concernés, effectivement. Vous avez différents organismes publics ou parapublics qu'il faut saisir pour que ces organismes-là rendent des avis. Donc, c'est extrêmement contraignant et c'est une procédure extrêmement complexe. Et donc, sur la base de l'instruction, sur la base des différents avis qui ont été donnés, sur la base de l'enquête publique, parce que même pour l'autorisation environnementale, vous devez faire une enquête publique. La population doit encore se prononcer sur la base de cette enquête publique. Il doit encore y avoir un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Et tout cela va être recueilli. Le commissaire ou la commission d'enquête rendra un avis. Et sur la base de tout cela, le préfet, en tant que représentant de l'État, rendra sa décision. Alors, c'est pas anodin, le représentant, c'est la Constitution qui garantit le fait que le préfet est le garant du respect de la légalité au niveau local. Et ça, c'est la Constitution française qui le dit. Et donc, oui, pour répondre à votre question, avec cette bifurcation un peu longue peut-être, c'est bien le préfet qui rend la décision.
Donc, une petite dernière question. Ensuite, je vous laisserai poursuivre la présentation. Ça, on reste toujours au niveau des responsabilités, au niveau concernant les différents paliers hein, et les différents niveaux d'autorité. Donc, les collectivités locales qui accueillent le projet, quelle est un peu leur partition dans le processus? Est-ce que la collectivité locale a un pouvoir dans le processus? Juste un petit résumé de 1 minute maximum. Alors, un pouvoir extrêmement important, même s'il n'est pas très formalisé. Alors, pourquoi je dis pas très formalisé, c'est que concrètement, ils n'ont pas le pouvoir juridique de s'opposer au projet. Le projet suit un processus particulier. Par contre, ils ont une capacité de nuisance s'ils sont contre le projet qui est phénoménale. Et donc, tout porteur de projet sait que s'il veut voir son projet réussir, il a intérêt, c'est indispensable d'avoir les décideurs publics locaux, les maires, les chefs de département, enfin les présidents de conseils départementaux, en tout cas toutes les personnes qui sont concernées, la profession agricole au niveau local, toutes ces entités, tous ces organismes-là, il a intérêt à les avoir avec lui. Parce que si ce n'est pas le cas, effectivement, ils ont une capacité de nuisance qui est phénoménale en termes de communication, mais en termes aussi de choses qu'ils peuvent porter auprès de la commission d'enquête. Donc, une collectivité territoriale a un droit qui est de faire valoir, comme n'importe quel autre d'ailleurs, ses observations auprès de la commission d'enquête. Et c'est la commission d'enquête qui ensuite rendra un avis et ensuite on passe à l'étape supérieure où l'autorité qui décide prend la décision en question. Okay, merci beaucoup. Donc, je vais vous laisser poursuivre la présentation. J'entends très faiblement tout. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ah oui, c'est parfait. Ok, excellent. Donc, ça termine notre premier tour de questions. Je vous laisse poursuivre la présentation. Très bien. Alors, je vais essayer d'aller vite. J'ai la tendance fâcheuse à m'installer dans la parole. Donc, je vais essayer d'être un peu plus synthétique que je ne l'ai été jusqu'ici. Alors, nous avons abordé très longuement les mesures compensatoires, pardon, parce que c'est vraiment un enjeu à la fois de délai, de coût aussi, lorsque vous devez compenser 16 800 arbres que vous avez dû déboiser. C'est très important. Donc, j'ai donné l'exemple du Grand Paris Express, qui est ce fameux projet extraordinaire qui fait donc coût de 35 millions, rien que sur une des lignes, et pour une seule opération qu'on appelle le déboisement, le défrichement. Ils ont eu 16 800 arbres à replanter tout simplement, avec une obligation contractuelle de suivi sur une quinzaine d'années. Juste pour donner cet exemple-là, où l'autoroute A65 par Pau-Bordeaux, dont la compensation a été évaluée à 1372 hectares, avec un engagement sur 60 ans de suivi et de gestion. Juste pour vous donner une idée de l'ampleur de la phase compensation, et, alors, aussi bien en termes de coût, mais aussi en termes de durée. Donc, alors, j'ai abordé de façon anticipée ce point-là. Donc, effectivement, je reviens très rapidement dessus pour dire que l'autorisation environnementale fait l'objet effectivement d'une enquête publique. On en a parlé tout à l'heure par le biais de la dernière question qui a été posée. Et c'est le retour d'expérience qu'on peut faire sur ce point-là. J'en ai parlé un peu en répondant sur la question concernant les collectivités territoriales, mais de façon plus générale, par rapport à ce retour d'expérience, l'intérêt, c'est vraiment d'anticiper au mieux, c'est-à-dire il ne faut pas que les services qui instruisent le dossier, il ne faut pas que le commissaire ou l'enquêteur ou la commission d'enquête qui doit mener la procédure d'enquête publique découvre le projet au jour J. Il faut vraiment anticiper le plus en amont possible en étant en collaboration permanente avec les services instructeurs. Et ça, c'est ce qui permet d'identifier déjà les points de difficulté et d'anticiper sur les mesures à prendre ou les compléments à apporter pour les lever, de façon à ce que le moment venu, les choses se déroulent le mieux possible. Et donc, une anticipation, c'est la clé pour avoir le moins d'embêtements possible
concernant la délivrance de cette autorisation, qui est extrêmement importante parce que tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas commencer les travaux. C'est incontournable. Alors, comme pour la DUP dont j'ai parlé en début, l'autorisation environnementale, vous pouvez fort aisément l'imaginer et exposer un risque contentieux très élevé, qu'il s'agisse de riverains qui ne sont pas contents, qui ne veulent pas du projet, qu'il s'agisse d'associations de protection de l'environnement qui veillent au fait que les projets soient vertueux sur le respect de l'environnement, qu'il s'agisse de personnes publiques, par exemple des collectivités territoriales qui éventuellement seraient contre. La liste est très longue de personnes susceptibles de ne pas vouloir que le projet voit le jour. Et donc, l'autorisation environnementale, comme la DUP, mais encore plus l'autorisation environnementale, c'est un moment clé avec un risque contentieux élevé. J'ai une étude récente qui a été mise en ligne par un service de l'État, la DREAL d'Occitanie, du côté de Toulouse. Une étude récente a montré que juste sur le cas des dérogations aux espèces protégées, parce que vous devez obtenir cette dérogation par le biais de l'autorisation environnementale, mais lorsque vous portez atteinte effectivement à des espèces protégées, vous devez obtenir une dérogation. Pour cela, rien que les contentieux concernant ces dérogations qui, sur l'année de l'année 2010 à l'année 2020, sur un total d'environ 120-126 décisions rendues, a montré, cette expérience-là a montré que les tribunaux quand même ont sanctionné, ont rendu des décisions défavorables à hauteur de 56%. Donc ça vous dit donc l'intérêt qu'il peut y avoir à anticiper les choses. Le risque contentieux, il n'est pas négligeable, il est très fort. Et le travail effectivement notamment du juriste ou de l'équipe juridique en général, il s'agit d'une équipe qui suit le projet, c'est de veiller, de faire en sorte que le projet ne puisse pas être exposé de façon trop importante ou en tout cas de façon avec des chances trop peu faibles en cas de contentieux. Monsieur Sagne. Ah, oups, une question peut-être? Une petite remarque de la part d'un participant. Est-ce qu'il y a moyen d'agrandir, de zoomer sur les slides? Alors, je vais faire peut-être mieux. C'est peut-être mieux. Il y a certains participants qui D'accord. Qui ne voient pas bien. C'est peut-être plus visible, je l'ai. C'est parfait, ça c'est vraiment excellent. Très bien. Ok, c'est parfait. D'accord. Alors, vous avez aussi sur les infrastructures linéaires, parce que je connais beaucoup mieux, un sujet extrêmement complexe qu'on appelle la gestion des matériaux excédentaires. Ce sont les déblais. Lorsque vous faites une infrastructure ferroviaire, lorsque vous faites une autoroute ou une route, vous avez un sujet extrêmement important. Ce sont les travaux de terrassement que vous devez faire. Et lorsque vous faites ces travaux de terrassement, vous évacuez pas mal de terre, tout simplement, de terre, de déblais, ce qu'on appelle les déblais. La question, c'est comment on fait avec ces déblais. Parce qu'effectivement, dans le droit français, il est hors de question de les mettre où vous voulez, de les laisser dans la nature. Ça aussi, c'est un enjeu environnemental. Pour vous donner un exemple, sur le Grand Paris Express, qui est vraiment le projet phare aujourd'hui, vous avez 45 millions de tonnes de déblais pour cette construction-là. Et vous avez le double de ces tonnes de déblais. Vous avez le double concernant les chantiers du canal Seine-Nord-Europe. Vous en avez pour, je pense, de mémoire, plus de 110 millions de tonnes de déblais. Donc, l'enjeu est comment, effectivement, je peux gérer ces déblais-là, ce qui est un enjeu en termes de coûts, surtout beaucoup, mais aussi un enjeu en termes de respect de l'environnement, puisque les déchets, enfin, ces déblais ont le statut de déchets. Alors, de deux choses l'une. Soit vous les réemployez, vous les réutilisez pour les besoins de vos chantiers, auquel cas, finalement, il n'y a pas de problème. Soit vous avez pris ce dont vous avez besoin, il vous en reste 45 millions de tonnes, ou beaucoup plus ou beaucoup moins, et dans ce cadre-là, vous devez prévoir un système pour les évacuer. Bon. Cela passe par l'établissement, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans des textes, mais la pratique aujourd'hui, la Société du Grand Paris le fait, la Société du Canal Seine-Nord-Europe va le faire, est en train de l'élaborer, et beaucoup
d'autres maîtres d'ouvrage publics s'y attellent, vous établissez un schéma de gestion et de valorisation de vos débits excédentaires. Ce dont vous n'avez pas besoin prend le statut juridique de déchet. Le déchet étant défini juridiquement comme l'élément dont je me défais ou dont j'ai l'obligation de me défaire. En gros, si je me débarrasse du matériau, il prend le statut de déchet. Donc, vous avez plusieurs millions de tonnes à évacuer, vous avez pris ce dont vous aviez besoin, le reste, ce sont des déchets. Et la loi inscrit une obligation de valorisation, un objectif de valorisation à 70% s'agissant des travaux publics. Donc, la Société du Grand Paris, comme la SCSNE, Société du Canal Seine-Nord Europe, établissent des stratégies pour voir comment ils peuvent évacuer de façon utile ces projets-là. Ça passe par beaucoup de conventionnement avec des partenaires publics ou privés pour les mettre à disposition d'autres porteurs de projets qui en auraient éventuellement besoin pour faire leurs travaux. Ça passe par le remblaiement ce qu'on appelle le remblaiement des carrières. Les carrières, lorsque leur exploitation prend fin, elles doivent être remblées. En gros, c'est un fou, il faut remettre de la terre. Et donc, ça peut être l'occasion, quand on a des matériaux excédentaires comme ça, de les mettre à disposition des carriéristes. Ça peut être aussi utilisé sur les terres agricoles comme support de culture, lorsque c'est nécessaire. Avec un problème extrêmement important et actuel, s'agissant des terres agricoles, c'est jusqu'à une loi récente, c'était vraiment le terrain un peu des décharges sauvages. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est pénalement sanctionné. La plupart, de toute façon, des interdictions concernant l'environnement de façon générale font l'objet de sanctions pénales. Donc, une fois que vous avez évacué tout ce que vous aviez la possibilité d'évacuer, ce qui reste, vous devez l'éliminer en ayant recours à ce qu'on appelle une ISDI, une installation de stockage de déchets inertes. Vous l'envoyez en stockage et l'exploitation de cette installation permet de faire en sorte que le déchet soit traité et éventuellement réutilisé par la suite. Mais c'est un enjeu extrêmement important, avec des coûts aussi très importants et un enjeu aussi en termes de transport. Quand vous avez 110 millions de choses à transporter, vous avez un enjeu environnemental lié aux nuisances sonores, au transport rail-route. Quand j'utilise la route, effectivement, ça pose pas mal de problèmes en termes de nuisances environnementales.